Bonsoir tout le monde, merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'Impondérable. Alors c'est le 262e café littéraire que nous organisons à l'Impondérable. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir mon amie Rachida Belkacem, qui nous vient avec un nouveau livre, un recueil de poésie magnifique, l'Odyssée des possibles. C'est une poésie qui parle à notre âme et qui nous aide à vivre, je dirais. Alors, on a tout de suite envie de relire le livre après l'avoir lu. Elle a écrit aussi un autre recueil, un autre roman. Alors, elle nous en parlera certainement tout à l'heure. Mais on va commencer par l'Odyssée des possibles. Rachida, bienvenue à l'Impondérable. Tout d'abord, merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être ici. Youssef Zirem est un incontournable de la scène culturelle parisienne. Ça fait très longtemps que je suis ces cafés et ça fait très longtemps que ça me fait du bien de voir cette culture mise à l'honneur à travers des romans, de la poésie. Et ça me fait vraiment plaisir et chaud au cœur d'être là parmi vous à l'occasion de la sortie de mon recueil de poésie, l'Odyssée des possibles, aux éditions Mindset. Eh bien, tout le plaisir est pour moi et pour nous tous. Donc, je vais commencer par une petite question, Rachida. Alors, comment est-ce que tu es venue à la poésie, toi qui es une universitaire, qui a fait autre chose à l'université? Ouais, c'est toujours très compliqué de se dire comment on peut arriver à un point A, un point B, un point C. C'est toujours un parcours, c'est toujours un cheminement, c'est toujours une quête. Alors peut-être à travers la quête, certainement. Je pense que on est tous des êtres de quête, nous sommes dans des chemins personnels qui parfois nous laissent quelques interrogations, auxquelles parfois on a des prémices de réponse. Et la poésie peut nous apporter cette petite lumière qui parfois manque à nos quotidiens. C'est une belle réponse. C'est vrai, il y a la quête aussi, surtout de la lumière dans tout ce que tu écris. Il y a des étoiles, il y a de la spiritualité, mais il y a surtout cette quête de lumière. Est-ce que je me trompe? Écoute Youssef, je dirais surtout, il y a une quête de lumière, mais il y a aussi comment on s'imprègne de nos obscurités. Et ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que dans nos obscurités profondes, superficielles, dans ce qu'on traverse aujourd'hui, et on sait très bien qu'aujourd'hui le monde vacille dans l'obscurité, chaque jour un peu plus. Oui, il y a un peu aussi d'interrogation à travers l'obscurité. Et comme dans mon dernier échange, j'ai eu le droit, comme dirait Einstein, il n'y a que dans l'obscurité qu'on peut voir la lumière. Bah oui, il n'y a que parmi nos moments très obscurs où on peut parfois essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, quel est le grain de lumière sur lequel on peut s'appuyer pour continuer à croire. Et il faut toujours continuer à croire, tu as raison. En tout cas, tes poésies nous poussent à croire, à croire à soi-même d'abord, à nous-mêmes. Et ça, c'est une prouesse, parce que souvent aussi, la poésie est un cri du cœur, mais qui parfois peut nous décourager. Et là, c'est le contraire dans ta poésie. Je te remercie, en tout cas, si c'est l'écho que tu as eu pendant ta lecture, je suis vraiment très contente qu'elle puisse avoir eu ce type de commentaires, parce que effectivement, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de choses qui vont dans l'ordre de la consolation. J'ai bien aimé aussi certains philosophes qui ont sorti certains livres, et que c'était l'art de la consolation. Et aujourd'hui, je trouve qu'on n'est pas beaucoup consolé dans nos quotidiens. Et si à travers des mots, on peut un petit peu avoir des bras qui s'entrouvent et qui nous enlacent à travers des mots, ma foi, je trouve que c'est déjà un bon premier jet humain. Absolument. Alors j'ai oublié de le dire, le livre est parsemé de très belles peintures de Nadia Chelaoui. Je ne sais pas comment tu as, ou avec elle certainement, choisi les peintures. Il y a souvent un regard, il y a souvent un œil dans la peinture de Nadia Chelaoui. Est-ce que ça veut dire quelque chose par rapport à ta poésie?
Alors, ce que je voudrais souligner, c'est que d'abord, ça a été un travail de collaboration et qu'on a travaillé bon an, mal an, toutes les deux. Et j'ai eu la chance, effectivement, d'avoir Nadia Chalaoui, qui est une grande artiste plasticienne d'origine marocaine, mais qui expose à Turin, à Madrid, à New York, au Japon, en France, qui fait d'autres choses, qui fait de l'art design et plein d'autres choses du côté de la mode, mais du côté de la peinture, on a eu cette envie de travailler. J'avais déjà collaboré avec une autre artiste plasticienne marocaine, un autre recueil de poésie. J'avais besoin de continuer de donner cette ouverture à travers l'image. Et oui, effectivement, cet œil vient nous interroger, il vient pas que nous interroger, il vient aussi habiller toutes nos émotions qu'on traverse. Cet œil, c'est comme si quelque chose nous regardait, et comment la manière dont on se regarde aussi au quotidien. J'ai oublié de le dire aussi. Alors, le 8 octobre 2023, tu as eu un prix littéraire, un coup de cœur au Salon du Livre de la ville de Soissons. Alors, dis-nous un mot sur ce prix. Ah oui, j'ai eu de la chance d'avoir été invitée au Salon de Soissons, et c'était un salon qui était dédié aux femmes cette année-là. Et il y avait des écrivains, des romanciers, des bédéistes et de la poésie. J'ai eu cette chance d'avoir gagné ce prix. Qui est Emmanuel Tauté, qui dirige ce salon à Soissons. Et du coup, oui, effectivement, c'était pour le prix Phronesis, c'était pour Phronesis. Et ça m'a permis aussi de découvrir aussi un autre type de lecteur aussi, et d'aller au-delà des femmes, même si c'était un prix très féminin, mais c'était une poésie qui s'adresse à tout le monde, bien évidemment. Est-ce qu'il y a, là on sort du prix et de la peinture, est-ce qu'il y a une partie de l'imaginaire berbère dans tes textes? Ah, mais oui, bien évidemment. Je suis très baignée par la culture berbère, elle m'habite, elle m'anime, elle me guide, elle me nourrit au quotidien. Comment ne pas être habité par tout ce côté-là? On est relié à la nature, bien évidemment. On est relié à la liberté, bien évidemment. On est relié à la terre, au soleil. Donc oui, oui. C'est ça qui m'anime, qui m'habite, qui me nourrit et qui me guide, et ce que j'ai envie de partager aussi. Et ça, c'est surtout ça qui m'anime. Très bien. Alors Rachida, tu as écrit aussi un roman. Tu peux nous dire un mot? Oui, alors en 2019, j'ai sorti La Révolte des Secrets aux éditions Orion, une maison d'édition avec laquelle j'ai travaillé. La Révolte des Secrets est un roman qui commence au Maroc, dans la région berbère du Maroc, pour arriver en France. Donc c'est l'histoire d'une femme qui apprend qu'elle a une maladie incurable, et elle remonte tout le cheminement de sa vie pour arriver à sa grand-mère qui lui a légué l'essentiel. C'était une culture très orale. J'avais envie de redorer, de réhabiller, de redonner comme ces décorations qu'aujourd'hui on donne à beaucoup de gens. En tout cas, à ces femmes berbères qui ont cette force, qui ont des valeurs, qui ont tellement de choses dont on manque aujourd'hui. Et dans La Révolte des Secrets, ça parle aussi beaucoup de secrets. Et moi, la thématique sur laquelle je travaille énormément, c'est la thématique du silence, et notamment la thématique du silence chez les femmes. Donc, révolte, ça veut dire qu'est-ce qu'on se réapproprie à un moment donné. Des secrets, c'est parce que je pense que dans tout un chacun, on a des secrets. Et qu'est-ce qui se passe autour du silence et des secrets des femmes, en l'occurrence. En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse à ce moment-là. Le silence, il est aussi présent dans l'Odyssée des possibles. Absolument, absolument. Il est ponctué de silence parce que je trouve que le silence nous permet une respiration. Et pour revenir sur ce que tu disais, Youssef, c'est vrai que la peinture redonne de la respiration à mon recueil. Ça permet vraiment de reprendre son souffle et de se réapproprier des émotions. Enfin, j'espère. Alors, il y a 2 autres recueils aussi. Donc, il y a un recueil en ton nom et un recueil collectif, je crois, avec l'association oui, avec Amar et sa bande. Oui. Donc, tu peux nous dire un mot sur les 2 livres aussi? Alors, Apulivre, je fais partie de l'association Apulivre avec Amar, Hassan et Arwa. C'est une association qui a pour but, bien évidemment, de partager de la culture. Amar a décidé d'un livre collectif, Poète, Lutte et Combat, édité aux éditions Milo, avec lequel je travaillais, puisque j'ai présidé le prix littéraire des éditions Milo en 2023.
Et du coup, on travaille avec les éditions Milo, on a collaboré avec Apulivre, maintenant que j'ai intégré, et du coup, on a sorti un recueil où il y a des poètes qui ont écrit et qui ont partagé leurs mots à travers des mots. On peut voir aussi à quel point aujourd'hui, que ce soit de l'exil ou pas, il y a encore des luttes et des combats, et ça a été important en tout cas pour Apulivre de permettre de donner la parole. Alors c'est tout horizon bien évidemment, et de permettre aux mots d'aller rencontrer le lecteur et de peut-être d'une certaine manière de continuer le combat à travers les mots. Très bien. Alors, avant de donner la parole à la salle, peut-être que tu pourrais nous lire un de tes poèmes pour donner un peu une idée de ce que tu crées. Tu écris aux gens qui n'ont pas lu le livre. Avec plaisir. Si c'est possible. Avec plaisir. Je vais lire, puisqu'on parlait de silence, méditation. Très bien. Alors, méditation de l'Odyssée des possibles, des éditions Mindset, que je remercie d'ailleurs, qui m'ont bien accompagné pour la sortie de mon livre. Méditation. Au seuil de sa porte, un soleil versant fécondité et vie. Dans le silence divin, une odeur de tombeau se dissipe. L'homme, étourdi, fait face à son ombre. Égrène de sa main de l'herbe. Comme un rituel, et l'âme continuant à contempler un ciel immense, un lieu où le soleil semble s'attarder, sans trêve parmi les rêves, qui jamais ne s'achèvent. Puisse que les fleurs poussent dans l'étreinte des jardins, sentir la fraîcheur de ses pieds, soignant ses plaies, permettre toujours au soleil de se lever. Merci. C'est moi qui te remercie. Bravo, bravo. Donc, mes amis, la parole maintenant est à vous pour des questions, des remarques. L'idéal, c'est qu'elles soient précises et brèves, mais ça, c'est l'idéal. Merci, Youssef. Rachida Belkacem, bienvenue au Café littéraire, maintenant un café littéraire quasi légendaire de notre ami Youssef Zirem. Je dirais que vous êtes une personne lumineuse et vos écrits le sont aussi, et c'est un plaisir de vous écouter et de vous lire. Vous m'avez accordé un bel entretien pour le journal Le Matin d'Algérie, qui a été largement lu. Je conseille à beaucoup de le lire, parce que on vous découvre beaucoup. Alors, l'obscurité n'est que l'absence de lumière. Et dans vos écrits, il y a beaucoup de quêtes. Alors, vous liez la peinture à la poésie. Est-ce aussi pour dire que les arts sont liés? Alors, j'ai une autre question. Alors, à travers vos écrits, il y a cette quête. On passe de l'ombre à la lumière. Est-ce une dualité pour vous? Alors d'abord, merci beaucoup Brahim Sassi, grand journaliste qui m'a vraiment accordé un très bel entretien, auquel vraiment je te remercie infiniment. Ça m'a vraiment permis aussi de pouvoir m'exprimer, merci. Des questions plus que pertinentes. Alors, cette histoire d'obscurité, de dualité, etc. La peinture et l'écrit, c'est une forme d'art qui se complètent, qui se parlent comme deux personnes et qui se font écho, qui parfois parlent. Parfois il y a de la peinture qui va parler à des personnes, et parfois il y a des mots, et parfois il y a des gens, ils ont besoin de l'un et de l'autre. C'est vraiment de permettre aux lecteurs de pouvoir naviguer au gré de leurs émotions. C'est-à-dire que parfois il y a des textes, il y a des livres qui vont nous habiter très longtemps. Il y a des fois des livres et des textes qu'on a besoin de relire. Et parfois il y a des textes et des livres et même des personnes qui vont plus nous habiter à un certain moment de notre vie. Pourquoi? On est fait de chair et de sang, mais aussi on est fait par des émotions vibrantes. Nous sommes des mouvements, nous sommes en mouvement, et ce mouvement de l'être nous permet de s'habiller de ces arts. Après, elles peuvent se compléter. Moi, j'avais besoin aussi que ça puisse se compléter à certains moments. Il y a des poèmes qui ne sont pas illustrés, parce que justement, avec Nadia, on a trouvé pertinent de les laisser complètement nus, sans peinture, parce qu'on a trouvé que c'était aussi important que ces mots étaient suffisamment forts pour ne pas être habillés par de la peinture. Donc vraiment, il y a vraiment un travail de réflexion dans de la création.
Mais dans de la création, très cher Brahim, c'est vrai que c'est interdépendant, c'est personnes dépendantes, société, c'est de la culture, donc ça va parler à des personnes, ça va un peu moins parler à d'autres. Mais moi, j'invite surtout les gens à s'habiller des mots et à revenir les découvrir. Parfois, il y a des peintures, quand on va dans des musées, ils vont nous interpeller, et si on refait le même musée avec les mêmes peintures, ils ne vont pas du tout nous faire écho de la même manière. Donc voilà pour la première question, Brahim. Pour la deuxième question, cette quête d'obscurité, que dire que nous sommes des êtres humains et des voyageurs? Et c'est vrai qu'à travers le livre collectif Poète, lutte et combat, c'était important de remettre l'être humain comme étant un être de voyage. Aujourd'hui, on parle beaucoup de frontières, on parle beaucoup de politique, de choses qui scindent les gens, mais n'oublions pas que nous sommes des êtres de voyage. Et que dans cette quête de voyage, qu'on soit dans un voyage géographiquement, qu'on se déplace, il y a des êtres qui sont restés toute une vie dans le même endroit, dans le même village, mais qui ont voyagé, qui ont eu cette possibilité de voyager, qui se sont autorisés à aller dans cet imaginaire. Et alors oui, à travers l'art, c'est le dernier pour moi, un rempart à quelque chose, à l'obscurantisme, en tout cas, c'est un rempart à scinder, à limiter l'être humain et à lui l'empêcher de faire ce pas émotionnel, ce pas psychologique, ce pas intellectuel, ce pas de se grandir dans l'élévation de soi. Oui, bonjour. Bonjour, madame. C'est pour une question. Alors, par rapport, je crois que c'est mon information juste, vous êtes dans la santé au travail. Oui, absolument. Donc, la question, est-ce que c'est la poésie, c'est la santé par la poésie qui vous a emmené vers la santé au travail, ou bien c'est vice-versa? Alors, je la trouve super cette question. Merci beaucoup, merci pour votre présence, madame. Eh bien, je vais vous dire la réalité. Les mots m'ont toujours habité, mais effectivement, c'est la rencontre des femmes, en l'occurrence dans leur santé et dans leur parcours de vie, dans les tête-à-tête que j'ai comme préventeur aujourd'hui dans mon cabinet de consultation, où je rencontre des itinéraires de femmes. Et à travers la santé du travail, on attaque la santé tout court des femmes. Et on sait à quel point c'est un curseur, c'est un baromètre d'une société, la santé des femmes. Lorsqu'on se penche sur la santé physique et la santé mentale des femmes, on a le baromètre d'une société. On arrive à savoir où est-ce qu'on en est dans une société si on se penche sur la santé des femmes. Et pour vous répondre, oui, effectivement, c'est à travers le rencontre, le tête-à-tête avec ces femmes, ça m'a permis de me dire, ah, il y a des choses à faire à ce moment-là, dans ces parcours-là très individuels, parce que quand je parlais de silence dans le roman des secrets, très cher Youssef et pour l'Assemblée, c'est vrai que ça tourne autour de la thématique de la femme dans une famille, et la famille, c'est un microcosme de la société, donc ça, tout le monde le sait, et qu'est-ce qui se passe quand une femme n'est pas bien, et qu'est-ce qui se passe, tout ce qui se passe autour de cette femme. C'est-à-dire que c'est vraiment l'ancrage, et j'aime bien aussi dire que quand même, moi, en tant que berbère, la femme, c'est central, et c'est là où gravitent énormément de choses. Et donc, effectivement, vous avez bien raison de le souligner, je vous remercie. La santé mentale des femmes m'a permis d'écrire. Merci beaucoup, madame. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez parlé d'art, de musée, vous avez parlé de poésie, puis vous avez parlé de votre roman que je n'ai pas lu, que j'aimerais bien lire, parce qu'il y a peut-être la question que je me pose, et je voudrais essayer d'être rapide à travers une petite anecdote. À travers l'artisanat, c'est ça que je voulais vous demander. Un jour, je me suis retrouvé, je vais faire très très vite, dans un village berbère. Non, je vous en prie, au contraire. Non, mais dans un petit village berbère, dans le Haut-Atlas marocain. Et j'étais avec des amis, et on était dans une famille, et il y avait un petit tapis qui plaisait bien à mon copain. Et c'était une jeune fille, elle devait avoir 15-16 ans, qui travaillait, qui tissait. Et son père a été adorable, on ne parlait pas un mot de berbère. Il l'a laissé, prendre la décision de... Mais j'ai jamais entendu... Moi, le tapis, c'était pour mon copain. Mais j'ai jamais entendu le son de sa voix. Et je me suis toujours posé la question de qu'est-ce qu'on aurait pu se dire, qu'est-ce qu'elle aurait pu dire à travers son travail. Vous avez parlé de gens qui ne quittent jamais leur village.
Et alors, c'est pas une question qui me hante, mais j'aimerais bien savoir. Alors d'abord, merci pour votre présence et merci pour ce partage d'émotions, parce que te dire qu'on se remémore comme ça un instant qu'on a partagé, ben, dans ce que vous dites, il y a énormément de choses. Il y a surtout le silence qui s'est passé à ce moment-là, et je pense qu'elle a parlé à travers son art qu'elle a vendu à votre amie. Et je pense que tisser, moi je les appelle les tisseuses de rêves. Elles tissent du rêve parce qu'elles n'ont pas, en tout cas à ce moment-là, accès à autre chose. Et comme l'art, pour moi, tisser des tapis, c'est de l'art. Et à travers l'art, il y a un mode d'expression, peut-être le seul que l'espace dans lequel elle a grandi lui ont permis. Donc qu'est-ce que vous auriez pu échanger plus que l'art qu'elle a transmis à travers ses mains? Le temps qu'elle y a consacré, jour après jour, en espérant que ça aille habiter un autre intérieur. Alors oui, il y a des coopératives qui, bon an, mal an, permettent à certaines femmes de s'émanciper. Il y a des manières de permettre à certains enfants de pouvoir gagner leur vie. Je ne suis pas pour qu'une enfant de 15 ans tisse un tapis et le vende. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est aussi un héritage, comme un autre, qui se doit d'être mis en lumière. Et oui, certainement que si vous aviez accès à commencer à discuter, mais de toute façon, cette interrogation que vous avez, on peut l'avoir dans nos vies quotidiennes, quand on croise les gens, et qu'on se dit « Oh, j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas été jusqu'à demander », même en ayant accès à la parole, à la langue, parfois on ne se dit pas grand-chose, hein, vous savez, hein, parfois les gestes et les comportements disent beaucoup plus que ce qu'on se dit en mots. Comme disait Anne tout à l'heure, moi en santé au travail, j'ai des gens qui peuvent être mutiques pendant 5 minutes, et au moment où je leur dis au revoir, à la porte, ils me disent la chose la plus importante en trois mots. Donc pour dire que la parole, c'est un mode de communication. Peut-être le seul élément de réponse que je pourrais vous apporter de loin en fonction de votre témoignage, c'est peut-être il faut y lire autre chose dans la communication à ce moment-là, mais c'est vrai que la parole, c'est un moyen de communiquer. Il n'y a pas que la parole, et moi je trouve qu'à travers l'air, certainement, que votre amie a apporté, et puis c'est aussi une satisfaction pour elle aussi de voir qu'il y a son art qui peut voyager. Je pense que ça aussi c'est important de le dire, donc voilà. Je vous remercie en tout cas. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je vais rebondir sur un de vos propos. Je vous en prie. Dans votre laïus, où vous avez littéralement dit que la femme était une sorte de métronome d'ancrage. Non. Bon, c'est pas grave. Enfin, en ce sens que la santé du monde dépend de celle des femmes. Voilà. Et ma question, elle va être courte et brève. En ce moment, tout le monde constate que le monde va plutôt mal. Voilà. Oui. Et ma question, est-ce que si le monde va mal, est-ce que c'est parce que justement c'est les femmes qui sont... Voilà. Alors, les femmes ne sont pas bien. En fait, je dis que ça dépend de la femme, la santé du monde. En tout cas, c'est pas que des femmes. En tout cas, c'est un des critères. Un des peut-être certains nombres de critères sur lesquels on peut se pencher. Mais de faire un raccourci entre la santé des femmes et le monde qui vacille, c'est un raccourci de pensée que vous m'accordez complètement, oui, qui n'est pas le vôtre, absolument. En tout cas, une chose est sûre, c'est que nier l'importance des femmes et dans leur capacité à agir, en l'occurrence, monsieur, moi je trouve que oui, effectivement, là, oui, c'est quand dans des contrées où on ne laisse pas la place à la femme de respirer, en tout cas d'avoir cette respiration intellectuelle, cette respiration d'aller communiquer, cette respiration de grandir. Vous savez, il y a des femmes libres au fin fond du Maroc, dans certaines terres berbères. Moi, j'ai ma grand-mère et ma tante qui sont des femmes complètement libres. Mais les critères de liberté, on pourra en discuter pendant des heures. C'est la relativité. Absolument, absolument. Merci. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Oui, vous l'avez bien dit, les critères de liberté diffèrent d'un monde à l'autre. Alors, je vais revenir à vos écrits. Quand on vous lit, on retrouve cet imaginaire berbère qui est, pour ceux qui l'appréhendent et ceux qui l'ont, est une bouffée d'air. C'est un imaginaire qui purifie le miroir et donc on peut mieux se voir. On se voit mieux quand on se retrouve. Qu'en pensez-vous?
Mais oui, effectivement, mes écrits sont vraiment baignés par toute cette berbérité, en tout cas celle dans laquelle à la fois j'ai grandi, j'ai nourri et que j'essaie de partager. Et oui, elle fait miroir et c'est aussi un, comment dirais-je, un tuteur de vie, c'est-à-dire c'est un guide aussi. C'est, vous savez, quand on est relié comme ça à la terre, on peut partir loin, mais on reviendra toujours à la terre. C'est aussi une manière de ne pas se perdre. Et quand j'ai commencé à écrire, à partager mes écrits, ce qui était important aussi pour moi de dire que se perdre, c'est important, parce que parfois, quand on se perd, c'est là qu'on se retrouve. C'est parfois dans des moments où on se dit « qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'habite ces idées-là? Pourquoi je me nourris de ce combat-là? Ce n'est pas le mien. » Et lorsqu'on revient à soi, lorsqu'on est aligné, lorsqu'on est dans la complétude et la congruence, là, à ce moment-là, on est équilibré. Mais c'est une quête et c'est très fragile, c'est un équilibre. Et comme tout équilibre, il y a une fragilité derrière, mais il y a une fragilité qui doit s'habiller de vigilance. Aujourd'hui, comme disait le monsieur tout à l'heure, on est dans un monde qui va de plus en plus mal, qui ne va pas aller de mieux en mieux. Donc, quand on a ce constat-là, que tout le monde fait, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait de cet état actuel des choses? On fait surtout de se souvenir de ce que l'on est, de ce qu'on doit être et ce qu'on souhaite être pour l'autre. C'est-à-dire que quand je parlais d'homme de voyage et de passage, on ne sait pas combien de temps on a encore la possibilité de continuer à partager nos quotidiens. Donc lorsqu'on a cette idée en tête qui est à la fois philosophique, à la fois spirituelle, alors si on la relie à la politique, on n'est pas grand-chose. Hein. Je veux dire, il y a certains qui sont habités par des mouvements politiques tellement radicalisés, tellement forts, que parfois ils oublient l'être qu'ils étaient, comment ils sont arrivés là. Et la fragilité des émotions de chacun, c'est le piège de beaucoup de mouvements radicaux aujourd'hui. Et qu'est-ce qui nous ramène à notre humanité et à notre humanisme? C'est toujours les choses sur lesquelles on trouve de l'équilibre. Lorsqu'on a de l'équilibre dans nos émotions, dans nos quotidiens, et c'est pour ça que vous avez bien fait de parler de santé au travail. Moi, quand je rencontre des gens, quand ils commencent à vaciller, parce que quand on a la santé qui vacille, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose dans notre corps et notre esprit qui n'est pas équilibré. Et quand j'ai en face de moi des gens qui arrivent avec des diagnostics qui sont des diagnostics très compliqués, avec de l'handicap derrière, des maladies, des pathologies incurables, là, on se rend compte qu'est-ce qui s'est joué dans la vie des gens à ce moment-là. Mais il s'est joué beaucoup de choses. Il s'est surtout joué cette perte d'équilibre et cette perte de soi. Lorsqu'on ne sait plus qui on est, on va aller chercher dans les trucs très vertigineux et très très radicaux. Oui. Des remarques, des questions. Emmanuel, tu as quelque chose à nous dire, je crois. Ah, il y a une question après, c'est une question. Merci. Moi, c'est simplement une référence au titre. Je suppose qu'il n'a pas été choisi au hasard. L'Odyssée, c'est l'histoire d'Ulysse qui permet la fin de la guerre de Troie, mais lui-même, pour rentrer chez lui, met tout un périple, donc il met, je crois, plus de 20 ans. Absolument. Alors, donc, cette Odyssée, est-ce que c'est quelque chose de virtuel, d'utopique, ou alors c'est quelque chose qui peut se réaliser? Tout d'abord, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Youssef m'a présenté à vous. Je vous remercie d'être là et je vous remercie pour la pertinence de votre question. Effectivement, ce titre n'a pas été choisi au hasard et l'Odyssée a été très long et a été rempli de périples, effectivement. Donc, quand on revient à cette histoire, et c'est pour ça que j'ai voulu bien mettre l'Odyssée, pour dire à quel point la vie peut être une Odyssée. Moi, je veux mélanger cet imaginaire avec la réalité. Je veux vraiment que le lecteur se dise... Il n'y a pas de frontière entre le possible, c'est pour ça que je mets le mot possible. Parce que je veux réinstiller de la réalité dans de l'imaginaire. Je veux réinstiller la possibilité dans quelque chose que finalement on se dit « Oh, ça va être compliqué, la vie c'est un périple quand même. » Si on commence à se compter nos propres mots, M-A-U-X, on n'aura pas assez de mots dans le vocabulaire, quelle que soit la langue qu'on utilise d'ailleurs. Donc oui, effectivement, monsieur, c'est important de remettre ce terme d'Odyssée. Et je l'avais fait pour Phronésis. Dans Phronésis avant, j'avais utilisé ce terme grec qui veut dire de la prudence dans de la sagesse. Je voulais au début l'appeler Kéros, mon livre, mon deuxième recueil, mais il avait déjà été pris par un grand écrivain français. Et je voulais remettre encore cette histoire de périple,
mais aussi cette histoire de prudence, pas de sagesse, mais d'équilibre et de mouvement. Et effectivement, vous avez raison, il y a énormément de mouvements dans ce livre pour se souvenir que dans nos vies très très mouvementées, nous sommes des êtres de mouvement. Merci beaucoup, monsieur. Emmanuel. Bonsoir Rachida. Bonsoir Emmanuel, merci pour votre présence. Merci à vous. En fait, je repense à une question que vous a posée Brahim tout à l'heure. Il vous a posé une question par rapport à l'obscurité et la lumière, par rapport à la dualité. Alors, en fait, j'aurais aimé que vous puissiez un peu plus développer par rapport à ça. Merci beaucoup. En fait, quand il a parlé de dualité, moi, j'aime pas trop opposer les choses. Parce que pour moi, opposer les choses, c'est les mettre en résistance. Voilà. À chaque fois qu'on va opposer hommes, femmes, des sociétés, des cultures, des gens, des âges, les jeunes, les moins jeunes, etc., il n'y a pas de dualité. Il n'y a pas de dualité entre un homme et une femme, il y a un équilibre. Il n'y a pas de dualité entre les ethnies, il y a un équilibre, il y a une complémentarité, il y a une richesse. Il n'y a pas de cette pression, il n'y a pas cette tension, il n'y a pas de choses qui s'opposent. Je suis très vigilante aux choses qui s'opposent. Je ne souhaite jamais opposer dans mes écrits, à aucun moment. Et dans mon quotidien de femme, de professionnelle de santé et d'autrice, je ne veux pas opposer les choses. Je ne veux pas opposer les gens. Et c'est aussi un rappel à ne pas opposer. Alors oui, il y a certains combats qui nous obligent à nous définir un peu plus pour se définir. Et malheureusement, quand on se définit, on peut s'opposer. Mais c'est une conséquence. Mais ce n'est pas l'origine de la chose, c'est la conséquence. Et cette dualité, pour moi, ce n'est pas une dualité entre obscurité et lumière, c'est une quête, c'est une recherche. C'est quelque chose sur lequel il n'y a pas de tension, de pression. C'est quelque chose qui est très libre. C'est comme quand on se laisse porter par le vent. Vous savez, comme on dit, il y a la voile, on a juste les voiles, le vent, etc. Et c'est aussi une manière de nous rappeler, nous, en tant qu'êtres humains, de se laisser aller. Et parfois, lorsqu'on n'est pas en résistance, c'est très étrange, les choses, comme dirait, s'alignent dans nos vies. Et à chaque fois qu'on va mettre de la tension, à chaque fois qu'on va commencer à cadrer les choses, et là on rentre les gens dans les cases, on rentre les gens dans des trucs. Alors que moi, quand je rencontre quelqu'un, j'ai très très envie de savoir qui m'emmène peut-être un peu loin, parce que des fois quand on se ressemble un peu trop, on peut un peu, je trouve, s'ennuyer quand même. Et donc, aller vers quelque chose de complètement différent nous nourrit. Et nous redéfinit aussi. Et on reprend notre définition et on est encore plus ancré dans ce qu'on est. Bravo. Merci beaucoup. Absolument, absolument. C'est des propos vraiment sensés. Merci Rachida. Dans un monde justement tourmenté, et vous gardez votre raison et votre lucidité. Bravo. Alors, des questions encore? Des remarques? Donc là où vous voyez la dualité, en fait, là où certains voient la dualité, vous voyez la complémentarité. Absolument, j'essaye en tout cas, parce que je trouve que c'est très simple la dualité. C'est très simple de s'opposer. À s'opposer, c'est simple. Mais de se dire, qu'est-ce que cette personne a, qu'est-ce que j'ai moi, qu'est-ce que cette personne a et que moi j'ai pas, etc. Au-delà de la complémentarité, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui me manque. Même pas la complémentarité. Ça serait cet équilibre entre l'autre et moi. Cet équilibre constant entre... C'est pour ça que ce qui a été important, surtout, Brahim et Youssef, sur mes écrits, c'est l'authenticité de l'être humain. C'est que c'est très important de rester authentique. Les gens, quand on les rencontre, on sait quand on a en face de nous quelqu'un de très authentique, ou quelqu'un, avec le temps, on s'habille d'autre chose parce que la vie nous fait habiller d'autre chose, parce qu'on est obligé de jouer certains jeux de la société, parce que c'est comme ça. Mais il y a des espaces de vie, et l'art le permet, où on peut se permettre notre authenticité. Et lorsqu'on commence à développer ce qu'on appelle les maladies auto-immunes, je le dis sous le couvert d'un docteur qui est là parmi nous, et bien c'est surtout lorsqu'on commence à se fermer de nos émotions, de s'empêcher d'être soi, de s'empêcher de s'accomplir, de s'empêcher d'être nous, de s'empêcher de donner des choses si belles que nous avons. Et c'est pour ça que j'essaye en tout cas dans mon quotidien d'éliminer la dualité. Même dans l'éducation que j'ai de mes garçons, j'espère en tout cas leur apprendre au quotidien qu'il ne faut jamais opposer ni les idées, ni les gens, ni les choses et encore moins l'art.
Oui, bravo. Tes propos et tes écrits tracent les chemins de l'humain, de l'humanisme. C'est très précieux. Merci. Merci à vous d'être là et merci à ce café. Et il y a peut-être des questions encore, non? Sinon, s'il n'y a pas de questions, on va aller vers la dédicace. Merci beaucoup. Merci. Ben, merci à toi d'être venu. Merci, Et Youssef, donc, bonne dédicace. Merci. Et on peut continuer la discussion autour d'un verre. Merci Merci et bonne continuation. Merci Bonne continuation, Rachida. Merci.